Mes parents ont donné à ma sœur la maison qu'elle méritait, puis m'ont envoyé un SMS pour que je paie le crédit immobilier. J'ai répondu, demandez au propriétaire. 2 jours plus tard, leur avocat m'a appelé, en panique. Je fixais mon téléphone, totalement incrédule, en lisant le SMS pour la 3e fois. Mes parents venaient de m'informer qu'ils donnaient la maison de notre grand-mère, d'une valeur de 400 000 €, à ma sœur Ambre parce qu'elle la méritait davantage, étant l'artiste de la famille. Mais voici le détail qui m'a glacé le sang. Ils s'attendaient à ce que je paie la mensualité de 2800 € parce que j'avais un emploi stable. Mes doigts tremblaient tandis que je tapais ma réponse, demandez au propriétaire. Je n'avais aucune idée que ces 3 mots simples déclencheraient un cauchemar juridique qui exposerait des années de manipulation, de fraude et de trahison familiale au-delà de mon imagination la plus folle. Avec le recul, j'aurais dû le voir venir. Je m'appelle Chloé, à 28 ans, j'avais passé ma vie entière à regarder mes parents vénérer le sol sur lequel marchait ma sœur Ambre, tout en me traitant comme une obligation qu'ils remplissaient à contre-cœur. En grandissant, les différences dans la façon dont nous étions traités étaient si flagrantes que même des étrangers le remarquaient. Quand Ambre a voulu prendre des cours de danse à 7 ans, mes parents l'ont immédiatement inscrite dans le studio le plus cher de la ville. Quand j'ai demandé des cours de piano la même année, ils m'ont dit que nous n'en avions pas les moyens et m'ont donné à la place un livre de la bibliothèque sur la musique. Ambre avait des vêtements de marque pour l'école tandis que je faisais mes achats dans des friperies. Elle a reçu une voiture neuve pour son 16e anniversaire, tandis que je travaillais de nuit dans une supérette pour économiser pour une Renault d'occasion avec 240 000 km au compteur. Ce schéma s'est poursuivi jusqu'à l'université. Mes parents ont payé chaque centime des frais de scolarité d'Ambre en école d'art, lui ont acheté ses fournitures, ont couvert son loyer et lui ont envoyé de l'argent de poche. Pendant ce temps, j'ai cumulé 3 emplois tout en maintenant une excellente moyenne, obtenant mon diplôme de finance avec la mention très bien et les félicitations du jury et 30 000 € de prêts étudiants que j'ai remboursés moi-même. Quand Ambre a abandonné en milieu de 3e année pour se trouver, mes parents ont entièrement soutenu sa décision. Ils ont financé son entreprise de poterie ratée à hauteur de 15 000 €. Ils ont payé son loyer pendant 2 années complètes quand elle a décidé que le travail dans la vente était indigne de son esprit artistique. Ils lui ont acheté une Peugeot presque neuve quand son petit ami a accidenté la voiture qu'il lui avait offerte pour son anniversaire. Pendant tout ce temps, mes réussites étaient soit ignorées, soit minimisées. Quand j'ai décroché mon premier poste d'analyste financière dans un cabinet réputé, gagnant 65 000 € par an, la réponse de ma mère, Patricia, a été « Eh bien, l'argent ne fait pas tout, ma chérie. Ta sœur a une si belle âme. » Quand j'ai acheté mon propre 2 pièces à 25 ans, devenant la première personne de notre famille à être propriétaire avant 30 ans, mon père, Robert, a simplement grogné et a changé de sujet pour parler du dernier projet artistique d'Ambre. Le favoritisme n'était même pas subtil. Les réunions de famille tournaient autour des histoires et des aventures d'Ambre. Elle ne pouvait rien faire de mal à leurs yeux. Si elle arrivait avec 3 heures de retard pour le dîner, c'est parce qu'elle était en quête d'inspiration. Quand j'arrivais 10 minutes en retard à cause du travail, on me faisait la morale sur la responsabilité et le respect du temps familial. Il y a 6 mois, ma grand-mère est décédée et a légué sa belle maison de maître à mes parents. La maison était située sur un terrain d'1 hectare dans un quartier prisé, d'une valeur d'environ 400 000 €. Je supposais qu'ils la vendraient et utiliseraient l'argent pour assurer leur retraite ou peut-être partageraient les bénéfices entre Ambre et moi. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils donneraient la propriété entière à un enfant tout en s'attendant à ce que l'autre paie pour cela. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. La semaine dernière, ils ont discrètement transféré l'acte de propriété à Ambre sans me le dire. Elle a immédiatement démissionné de son emploi à temps partiel dans une boutique, annonçant sur les réseaux sociaux qu'elle était enfin libre de se consacrer à sa véritable vocation d'artiste. Pendant ce temps, j'ai découvert que mes parents racontaient à notre famille élargie depuis des semaines que je m'étais porté volontaire pour couvrir les mensualités de l'hypothèque comme un cadeau généreux à ma sœur. Je l'ai appris quand ma tante Linda m'a appelé pour me louer pour mon incroyable sacrifice et mon amour fraternel. Confuse, j'ai demandé ce qu'elle voulait dire et elle m'a expliqué que mes parents avaient dit à tout le monde lors du dernier barbecue familial que j'étais si brillante et généreuse que j'avais insisté pour payer la maison neuve d'Ambre afin qu'elle puisse poursuivre ses rêves sans stress financier. La révélation m'a frappé comme un coup de poing. Non seulement mes parents avaient donné un héritage familial sans me consulter, mais ils avaient aussi fabriqué une histoire qui me présentait comme la bienfaitrice consentante de leur favoritisme. Des membres de la famille que je voyais rarement chantaient mes louanges depuis des semaines,
ignorant complètement que je ne savais rien de cet arrangement jusqu'à ce que je reçoive ce SMS exigeant le paiement. Assise dans mon petit appartement ce soir-là, entourée des meubles que j'avais soigneusement économisés pour acheter et du diplôme que j'avais obtenu par mon propre travail acharné, tout le poids de la situation s'est abattu sur moi. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou de propriété. Il s'agissait d'une vie entière à être traitée comme la fille de second rang, celle dont les sentiments et l'avenir importaient moins que le bonheur d'Ambre. La prise de conscience que mes parents avaient menti à toute la famille sur mon implication a brisé quelque chose en moi. J'avais toujours su qu'ils préféraient Ambre, mais je n'avais jamais réalisé qu'ils iraient jusqu'à me faire passer pour la méchante si je ne jouais pas le jeu de leur manigance. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'en avais fini d'être le paillasson de la famille. Le lendemain matin, j'ai appelé mes parents et j'ai exigé une explication. Ma mère Patricia a répondu à la première sonnerie, sa voix prenant immédiatement ce ton mielleux qu'elle utilisait quand elle savait qu'elle avait des ennuis. « Oh Chloé, ma chérie, nous allions justement t'appeler. Nous savons que cela peut paraître soudain, mais nous pensions que tu comprendrais. Tu es si responsable et tu as tellement de succès, et Ambre a besoin de cette chance pour vraiment s'épanouir en tant qu'artiste. Tu sais à quel point cela compte pour elle. Maman, vous avez donné une maison de 400 000 € sans même en discuter avec moi, et maintenant vous vous attendez à ce que je paie près de 3 000 € par mois pour ça. En quoi est-ce que ça a du sens? Eh bien, ma puce, ce n'est pas comme si nous te demandions d'acheter la maison toi-même. C'est juste le paiement mensuel, et tu gagnes si bien ta vie. Ambre ne peut pas se permettre ce genre de dépenses en ce moment et nous avons des revenus fixes. Nous pensions que la famille s'entraidait. Quand mon père Robert a pris le téléphone, son approche a été complètement différente. Fini la douceur manipulatrice de ma mère, remplacée par une agressivité pure et simple et des tentatives de culpabilisation qui me retournaient l'estomac. Chloé, je suis déçu de ton attitude. Ta sœur a enfin une véritable opportunité de faire quelque chose de sa vie et tout ce à quoi tu penses, c'est l'argent. Nous ne t'avons pas élevé comme ça. Tu devrais être heureuse pour Ambre au lieu d'agir de manière égoïste et jalouse. Papa, je ne suis pas jalouse. Je suis perplexe quant à la raison pour laquelle vous pensez qu'il est raisonnable de donner une maison à un enfant et de s'attendre à ce que l'autre enfant la paie. Auriez-vous demandé à Ambre de payer mon hypothèque si la situation était inversée? C'est différent. Tu as choisi une carrière qui rapporte beaucoup d'argent. Ambre est une artiste. Elle apporte de la beauté au monde au lieu de simplement courir après les euros comme certains. La conversation a dégénéré à partir de là. Mes parents ont révélé qu'ils avaient déjà contacté la société de crédit immobilier et les avaient informés que je reprendrais les paiements. Ils avaient donné mes coordonnées et dit aux représentants de la banque que j'appellerais pour mettre en place des prélèvements automatiques depuis mon compte. Vous avez fait quoi? Je n'en croyais pas mes oreilles. Vous m'avez engagé à un paiement hypothécaire sans me demander d'abord. Nous savions que tu ferais ce qu'il faut une fois que tu y aurais réfléchi, a dit ma mère. Nous voulions juste nous assurer que tout était bien mis en place. Le premier paiement est dû la semaine prochaine. Mais plus je creusais la situation, plus des informations troublantes apparaissaient. Mes parents ont admis qu'ils ne pouvaient pas se permettre les paiements hypothécaires eux-mêmes, mais quand j'ai suggéré qu'ils demandent à Ambre de trouver un travail ou de reprendre la maison, ils sont devenus défensifs et hostiles. On ne peut pas la reprendre maintenant, a dit mon père. Ambre a déjà commencé à planifier des rénovations. Elle est tellement excitée à l'idée de transformer la véranda en son atelier d'artiste. On ne peut pas briser ses rêves comme ça. Quelle rénovation, ai-je demandé, sentant un frisson me parcourir l'échine. La voix de ma mère est devenue évasive. Oh, juste quelques mises à jour. Tu sais comment les vieilles maisons ont besoin de travaux. Ambre a un si bon œil pour le design. Par un interrogatoire minutieux, j'ai appris qu'Ambre avait déjà engagé des entrepreneurs pour commencer des rénovations importantes. Elle prévoyait d'abattre des murs, d'installer un éclairage coûteux et de refaire complètement la cuisine et les salles de bain. Le coût estimé était de plus de 70 000 €, de l'argent que mes parents n'avaient pas, mais qu'ils s'attendaient à voir se matérialiser. Où trouve-t-elle l'argent pour les rénovations si elle ne peut pas se permettre l'hypothèque, ai-je demandé. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Finalement, ma mère a chuchoté, elle pensait que peut-être tu pourrais aussi aider avec ça, puisque tu réussis si bien financièrement. Ma tension artérielle a grimpé en flèche. Non seulement il s'attendait à ce que je paie l'hypothèque d'une maison que je ne posséderais jamais, mais il voulait aussi que je finance les rénovations coûteuses d'Ambre.
L'arrogance était à couper le souffle. Mais la pire révélation est venue quand j'ai commencé à appeler d'autres membres de la famille pour comprendre comment cette situation s'était développée. Mon cousin Jacques m'a dit qu'Ambre avait activement fait campagne pour la maison pendant des mois, disant aux proches qu'elle la méritait plus que moi parce que j'avais déjà tout et qu'elle n'avait rien. Elle a fait croire que tu étais trop fier pour aider la famille, a expliqué Jacques. Elle a dit que tu te croyais meilleur que tout le monde parce que tu étais allé à l'université et que tu avais un bon travail. Elle a dressé ce portrait de toi comme quelqu'un qui méprisait ses aspirations artistiques. Mon oncle Thomas a partagé une histoire similaire. Ambre est venue me voir il y a quelques semaines en me demandant si je pensais qu'il était juste que certaines personnes aient toutes les chances tandis que d'autres luttent pour suivre leurs rêves. Elle a dit qu'elle espérait qu'un jour sa famille reconnaîtrait sa valeur au lieu de toujours favoriser l'enfant pratique. La manipulation était sophistiquée et complète. Ambre avait passé des mois à empoisonner les relations familiales et à construire un récit qui la présentait comme la victime opprimée et moi comme la favorite privilégiée. Elle avait convaincu mes parents que lui donner la maison était une question d'équité plutôt que de favoritisme. Puis est venu le rebondissement qui a tout éclairci. Ma tante Linda m'a appelé ce soir-là avec une information qui a tout changé. Elle avait trié de vieilles photos de famille quand elle a découvert quelque chose de troublant. Chloé, j'ai trouvé des documents dans la boîte avec les photos. On dirait qu'Ambre imite ta signature sur des papiers de famille depuis des mois. Il y a un accord ici qui dit que tu t'es porté volontaire pour couvrir les dépenses du ménage de tes parents. Il est daté d'il y a 3 mois et porte ta signature, mais Linda, j'ai vu ton écriture toute ma vie et ce n'est pas la tienne. Mes mains tremblaient tandis qu'elle décrivait le document. Ambre avait créé un faux accord stipulant que je m'étais engagé à payer diverses dépenses familiales comme moyen de redonner pour tous les avantages que j'avais reçus en grandissant. Le document décrivait un calendrier de paiement mensuel qui incluait des contributions aux factures de services publics de mes parents, aux dépenses d'épicerie et aux frais d'entretien de la maison. Est-ce que mes parents étaient au courant, ai-je demandé, bien que je redoutais la réponse. D'après ce que je vois ici, ils ont tous les deux signé en tant que témoins. Chloé, il est impossible qu'ils n'aient pas su que cette signature était une contrefaçon. La trahison était totale. Mes parents n'avaient pas seulement participé à la cession de mon héritage, mais ils avaient aussi été complices d'un stratagème impliquant des documents falsifiés qui m'engageaient à des obligations financières continues que je n'avais jamais acceptées. Ils avaient vu Ambre imiter ma signature et n'avaient rien dit. Ils avaient utilisé ce faux document pour justifier leur décision de lui donner la maison et de s'attendre à ce que je la paie. Cette nuit-là, assise dans mon salon, fixant le mur, j'ai essayé de mesurer l'ampleur de ce qui m'avait été fait. Ce n'était pas seulement du favoritisme ou un mauvais jugement. C'était une fraude délibérée orchestrée par ma propre sœur et rendue possible par mes propres parents. Ils avaient volé mon héritage et essayé de me piéger pour que je le paie par le biais de documents falsifiés et de manipulations émotionnelles. Mais alors que le choc s'estompait, il a été remplacé par quelque chose de bien plus dangereux, une détermination froide et calculatrice. Si ma famille voulait jouer avec des documents légaux et la fraude financière, ils avaient choisi la mauvaise personne à qui s'attaquer. J'étais une analyste financière qui comprenait les contrats, la banque et les procédures juridiques mieux qu'aucun d'entre eux. Et j'étais sur le point d'utiliser chaque parcelle de cette connaissance pour me défendre. Le lendemain matin, j'ai pris une journée de congé et j'ai appelé l'avocate la plus respectée de la ville. Sarah Moreau avait bâti sa réputation en traitant des affaires complexes de droit de la famille et des litiges financiers. Quand je lui ai expliqué ma situation au téléphone, elle m'a immédiatement demandé de venir cet après-midi-là avec tous les documents que je pouvais rassembler. Apportez tout, a-t-elle dit. Relevé bancaire, papier juridique de la famille, tout ce qui porte des signatures. Ce que vous décrivez pourrait constituer un abus de faiblesse sur personne âgée et une usurpation d'identité. J'ai passé la matinée à rassembler tous les documents liés à la famille que je pouvais trouver. Des relevés bancaires montrant des transferts d'argent à Ambre, des copies des accords falsifiés que Linda avait découverts, des SMS de mes parents concernant la situation de la maison et des registres de toutes les fois où ils m'avaient demandé de prêter de l'argent à ma sœur au fil des ans. Le cabinet de Sarah était professionnel et apaisant, avec des livres de droit tapissant les murs et des photos de famille sur son bureau. Elle avait la quarantaine, des cheveux grisonnants et des yeux bienveillants qui, d'une certaine manière, m'ont fait me sentir en sécurité pour la première fois depuis des semaines. Alors que j'étalais les documents sur sa table de conférence, son expression est devenue de plus en plus sérieuse. « Chloé, c'est bien pire qu'un drame familial », a-t-elle dit après avoir examiné les papiers pendant 1 heure. Ces signatures falsifiées constituent une usurpation d'identité,
ce qui est un délit grave. La manipulation financière de vos parents pourrait être qualifiée d'abus de faiblesse. Et si vos parents ont utilisé vos informations de crédit pour obtenir cette seconde hypothèque à votre insu, c'est une fraude au prêt immobilier. Attendez, quelle seconde hypothèque? Sarah a montré un document que j'avais négligé dans la pile. Ceci montre que vos parents ont contracté une seconde hypothèque sur leur maison actuelle il y a 2 mois. Regardez la demande. Elle vous mentionne comme co-signataire et garante, mais cette signature ne correspond pas aux autres que j'ai vues de vous aujourd'hui. Mon estomac s'est noué. Je n'avais jamais rien co-signé pour mes parents, et je n'avais certainement pas accepté de garantir leurs dettes. Mais selon les documents bancaires, j'étais légalement responsable d'un prêt de 60 000 € qu'ils avaient contracté sur leur propre maison. Ils avaient utilisé cet argent pour payer les rénovations et les frais de subsistance d'Ambre. Sarah a continué, montrant des registres bancaires qui indiquaient d'importants retraits d'espèces et transferts. Vos parents ont essentiellement utilisé votre solvabilité pour financer le style de vie de votre sœur, et maintenant ils risquent la saisie de leur propre maison s'ils ne peuvent pas effectuer les paiements. L'ampleur de la fraude était stupéfiante. Sarah a passé les 2 heures suivantes à me guider à travers document après document qui révélaient la véritable étendue de la manipulation d'Ambre. Elle n'avait pas seulement falsifié ma signature sur des accords familiaux, mais elle avait aussi utilisé mes informations personnelles pour ouvrir des cartes de crédit, contracter des prêts et même tenter d'accéder à mes comptes bancaires. Votre sœur vole systématiquement votre identité depuis des mois, a expliqué Sarah. Elle a accumulé environ 60 000 € de dettes en utilisant votre nom et votre historique de crédit. Vos parents ont soit participé volontairement, soit ont été manipulés pour fournir les informations personnelles dont elle avait besoin. Les preuves étaient accablantes. Des demandes de cartes de crédit avec ma signature falsifiée, des documents de prêt mentionnant mes revenus et mes informations d'emploi sans ma connaissance, et des relevés bancaires montrant des tentatives de retrait sur des comptes que je n'avais jamais autorisé personne à accéder. Ambre avait construit une vie financière parallèle en utilisant mon identité pendant que je restais complètement inconsciente. Mais la découverte la plus choquante est venue quand Sarah m'a montré les documents de transfert de propriété de la maison de ma grand-mère. L'acte de transfert de propriété avait été exécuté non pas pour protéger le bien à des fins familiales, mais spécifiquement pour éviter un examen juridique approprié de la transaction. Ce type de transfert est souvent utilisé pour dissimuler des actifs ou éviter les droits de succession, a expliqué Sarah. Mais dans ce cas, il semble qu'il ait été conçu pour déplacer rapidement la propriété avant que quiconque puisse s'y opposer ou découvrir les irrégularités financières entourant les autres dettes de vos parents. Je me suis senti mal en voyant le tableau complet se dessiner. Mes parents étaient en grave difficulté financière, devant de l'argent qu'ils ne pouvaient pas rembourser et risquant la saisie dans les 90 jours. Ils avaient donné la précieuse maison à Ambre, non pas par favoritisme, mais dans le cadre d'un plan désespéré pour protéger un actif des créanciers tout en me piégeant pour que je couvre leurs dettes. Le transfert de la maison pourrait même ne pas être légal, a poursuivi Sarah. Si vos parents étaient déjà insolvables lorsqu'ils ont transféré la propriété, cela pourrait être considéré comme une transmission frauduleuse destinée à cacher des actifs à des créanciers légitimes. Les implications juridiques étaient stupéfiantes. Ma famille ne m'avait pas seulement trahi émotionnellement, elle avait commis de multiples délits qui pourraient entraîner des peines de prison et la ruine financière pour eux tous. Mais alors que Sarah expliquait les diverses accusations qui pourraient être portées, j'ai réalisé quelque chose qui m'a glacé le sang. Les membres de ma famille élargie ont commencé à appeler cet après-midi-là avec des nouvelles troublantes. Mon cousin Jacques avait reçu un appel d'un agent de recouvrement me cherchant. Mon oncle Thomas avait été contacté par une société de cartes de crédit s'enquérant de ma situation professionnelle. La nouvelle se répandait dans la famille que j'étais impliqué dans de graves problèmes financiers, bien que personne ne comprenne ce qui se passait. Ambre ne se contente pas de vous voler, a dit Sarah d'un ton sombre. Elle vous prépare à porter le chapeau pour tout ce gâchis financier. Si ces dettes ne sont pas payées, votre crédit sera détruit, et vous pourriez faire face à des conséquences juridiques pour des transactions frauduleuses que vous n'avez jamais faites. Le coup de grâce est venu lorsque Sarah a effectué une vérification de crédit complète qui a révélé la véritable ampleur des dégâts. Ambre avait été plus minutieuse que nous ne l'avions initialement réalisé. Elle avait utilisé mes informations pour ouvrir des comptes dans plus d'une douzaine d'institutions financières, contracter des prêts personnels et même tenter d'obtenir un prêt professionnel pour une fausse galerie d'art. Votre code de crédit est déjà passé d'excellente à mauvaise à cause de paiements manqués sur des comptes dont vous ignorez même l'existence, m'a informé Sarah. Si nous n'agissons pas immédiatement, vous pourriez faire face à la faillite,
à des menaces de saisie de votre propre appartement et à des accusations pénales potentielles si les créanciers décident de poursuivre pour fraude. Assise dans le bureau de Sarah ce soir-là, entourée de preuves de la trahison la plus élaborée que j'aurais pu imaginer, une chose est devenue limpide. Il ne s'agissait plus seulement d'une maison ou de mensualités d'hypothèque. Il s'agissait de sauver tout mon avenir financier d'une famille qui avait décidé de me sacrifier pour couvrir ses propres erreurs et indulgences. La révélation capitale qu'Ambre avait prévu de détruire mon crédit et ma situation financière dans le cadre de son plan m'a rempli d'une fureur froide que je n'avais jamais ressentie auparavant. Elle n'avait pas seulement volé mon héritage. Elle avait essayé de voler tout mon avenir, mais elle avait fait une erreur cruciale, elle s'était attaquée à quelqu'un qui comprenait les systèmes financiers mieux qu'elle, quelqu'un avec les connaissances et les ressources pour se défendre. Quelles sont nos options, ai-je demandé à Sarah alors qu'elle rassemblait les preuves accablantes dans des dossiers organisés. Nous partons en guerre, a-t-elle répondu simplement. Mais Chloé, vous devez comprendre que cela va devenir très laid, très rapidement. Nous parlons d'accusations criminelles qui pourraient envoyer votre sœur en prison et impliquer vos parents comme complices. Êtes-vous préparé à ce niveau de dévastation familiale? J'ai regardé la montagne de documents falsifiés, de demandes de prêts frauduleuses et de preuves d'usurpation d'identité systématique qui représentaient des années de planification et de manipulation. Ma famille avait déjà fait son choix sur ce qu'elle était prête à me faire. Maintenant, c'était à moi de faire le mien. Faites-le, ai-je dit. Tout. Je veux que chaque accusation soit portée et que chaque euro soit récupéré. Ils ont fait ce choix quand ils ont décidé de commettre des délits en utilisant mon nom. Maintenant, ils vont en subir les conséquences. Sarah n'a pas perdu de temps pour lancer notre assaut juridique. Le lendemain matin, elle a déposé une plainte complète auprès du commissariat de police, détaillant l'usurpation d'identité, l'abus de faiblesse et la fraude au prêt immobilier. Elle a également contacté la brigade financière de la police judiciaire, car la nature interrégionale de certaines des activités d'Ambre signifiait que des poursuites au niveau national pouvaient s'appliquer. Nous allons les frapper sous tous les angles possibles, a expliqué Sarah alors que nous préparions notre stratégie. Poursuite pénale pour la fraude, poursuite civile pour dommages et intérêts, injonction d'urgence pour prévenir d'autres préjudices financiers et action en recouvrement d'actifs pour protéger ce qui reste des ressources légitimes de votre famille. La première étape consistait à rassembler des preuves supplémentaires. Sarah a engagé un enquêteur privé nommé Marc Dubois, spécialisé dans les crimes financiers. En 48 heures, Marc avait découvert une trace écrite qui révélait la véritable ampleur de l'entreprise criminelle d'Ambre. Votre sœur est plus sophistiquée que nous ne le pensions initialement, a rapporté Marc lors de notre première réunion. Elle étudie vos habitudes financières depuis plus d'1 an, suit vos relevés bancaires, surveille vos rapports de crédit et construit des profils détaillés de vos habitudes de dépenses pour rendre ces demandes frauduleuses plus crédibles. Les preuves étaient accablantes. Marc avait trouvé des dispositifs d'enregistrement cachés dans la maison de mes parents qu'Ambre avait installés pour capturer les conversations familiales sur les finances. Elle avait secrètement photographié des documents familiaux, y compris des déclarations de revenus et des polices d'assurance, pour recueillir les informations personnelles nécessaires à son stratagème d'usurpation d'identité. Mais le plus troublant de tout, Marc a découvert qu'Ambre n'avait pas travaillé seul. Son petit ami, Cédric, un homme que ma famille n'avait jamais rencontré, était expérimenté en fraude financière et l'avait coaché tout au long du processus. Cédric avait un casier judiciaire impliquant des stratagèmes similaires dans 2 autres régions et était actuellement recherché sur des mandats d'arrêt en suspens en région PACA. Ce n'est pas de l'amateurisme, a expliqué Marc. Cédric mène des variantes de cette arnaque depuis des années. Il cible les familles avec des enfants adultes qui réussissent, puis manipule un membre de la famille pour obtenir l'accès aux informations financières et à la dynamique familiale. Ambre n'était que sa dernière complice. La révélation que ma sœur avait travaillé avec un criminel professionnel a complètement transformé notre stratégie juridique. Ce n'était pas seulement un drame familial qui avait mal tourné. C'était du crime organisé qui se trouvait impliqué des membres de la famille. Sarah a immédiatement contacté les autorités nationales car les activités criminelles interrégionales de Cédric signifiaient que cette affaire relevait désormais de la juridiction nationale. La brigade financière était très intéressée par les activités de Cédric et désireuse d'utiliser notre cas pour monter un dossier d'accusation plus large. Pendant que la machine judiciaire se mettait en marche, j'ai dû faire face aux retombées familiales immédiates. Mes parents étaient complètement paniqués quand ils ont appris l'enquête criminelle. Ma mère m'a appelé en pleurant hystériquement, me suppliant de régler cela en famille au lieu d'impliquer les autorités. Chloé, s'il te plaît,
nous pouvons arranger ça nous-mêmes, sanglotait Patricia au téléphone. Nous ne savions pas qu'Ambre faisait quoi que ce soit d'illégal. Nous pensions juste l'aider à s'établir. Ne pouvons-nous pas tous nous asseoir et trouver une solution? L'approche de mon père était, comme à son habitude, plus agressive. Tu détruis cette famille pour de l'argent, m'a accusé Robert lors d'un appel téléphonique houleux. Ta sœur a fait des erreurs, mais appeler la police, c'est aller trop loin. Nous ne t'avons pas élevé comme ça. Mais leurs supplications sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Les preuves que Marc avait rassemblées prouvaient que mes parents étaient au courant d'au moins certaines des activités illégales d'Ambre. Les relevés bancaires montraient qu'il lui avait fourni mon numéro de sécurité sociale, mes informations d'emploi et d'autres détails personnels dont elle avait besoin pour ses stratagèmes de fraude. Plus accablant encore, nous avons trouvé des conversations enregistrées entre mes parents et Ambre où ils discutaient de la manière de me manipuler pour que je paie la maison et d'autres dépenses. La voix de ma mère était clairement audible sur un enregistrement disant « Chloé a toujours été responsable avec l'argent. Si nous présentons cela de la bonne manière, elle acceptera probablement d'aider plutôt que de causer un drame familial. » Les réactions de ma famille élargie étaient mitigées mais surtout favorables une fois qu'ils ont compris toute l'étendue de ce qui s'était passé. Ma tante Linda était furieuse quand elle a appris qu'Ambre avait utilisé les réunions de famille pour recueillir des informations pour ses stratagèmes de fraude. Cette petite sociopathe prenait des photos de documents familiaux au dîner de Noël, a dit Linda avec colère. Je pensais qu'elle était juste sentimentale à propos des souvenirs de famille. Je n'avais aucune idée qu'elle volait des informations personnelles pour commettre des crimes. Mon cousin Jacques s'est senti coupable d'avoir cru aux histoires d'Ambre sur ma prétendue arrogance et mon égoïsme. Elle nous a tous bernés, a-t-il admis. Elle t'a fait passer pour cette personne froide et obsédée par l'argent qui méprisait la famille. Maintenant, je réalise qu'elle ne faisait que préparer son arnaque en faisant de toi la méchante à l'avance. L'oncle Thomas a été particulièrement utile car il avait conservé des registres détaillés de chaque demande financière qu'Ambre avait faite au cours de l'année écoulée. Sa documentation montrait un schéma clair de manipulation croissante et de mensonges de plus en plus élaborés sur des situations familiales qui n'existaient pas. Elle m'a demandé un prêt de 5 000 € le mois dernier, a révélé Thomas. Elle a dit que tu avais refusé d'aider tes parents avec des factures médicales d'urgence et qu'ils étaient trop fiers pour demander de l'aide eux-mêmes. Elle a fait croire que c'était un prêt temporaire jusqu'à ce qu'elle puisse te convaincre de faire ce qu'il fallait. L'allié le plus précieux s'est avéré être mes grands-parents du côté de mon père, qui se méfiaient du comportement d'Ambre depuis des mois. Ils avaient remarqué qu'elle semblait toujours connaître des informations financières familiales qui ne lui avaient pas été partagées et avaient commencé à poser des questions indiscrètes sur les plans de succession et les comptes d'investissement. Nous avons changé notre testament le mois dernier parce que quelque chose ne nous semblait pas normal, a admis ma grand-mère lors d'une réunion de famille difficile. Ambre posait trop de questions sur ce que nous prévoyions de laisser à qui. Quand nous lui avons dit que nos plans étaient privés, elle s'est mise en colère d'une manière qui nous a fait peur. Mais la réaction d'Ambre à l'enquête est là où les choses ont pris une tournure vraiment sombre. Quand elle a appris que des poursuites pénales avaient été engagées, elle n'a pas montré de remords ni tenté de réparer ses torts. Au lieu de cela, elle a redoublé de comportements criminels et est passée à des menaces et à de l'intimidation pure et simple. Cédric a emménagé dans la maison héritée avec Ambre et les voisins ont commencé à signaler des activités suspectes. Des hommes étranges allaient et venaient à toute heure. Des voitures de luxe étaient garées dans l'allée malgré le prétendu manque de revenus d'Ambre, et il y avait des signes d'activité criminelle en cours qui allaient bien au-delà de la fraude contre notre famille. Ambre a également lancé une campagne vicieuse sur les réseaux sociaux conçue pour détruire ma réputation et se présenter comme la victime d'une sœur vengeresse. Elle a publié des histoires élaborées sur mes prétendus problèmes de santé mentale, a affirmé que j'étais jalouse de son succès artistique et a même suggéré que j'abusais de nos parents âgés en impliquant les forces de l'ordre dans les affaires familiales. Elle essaie de vous intimider pour que vous abandonniez les poursuites, a expliqué Sarah. C'est une tactique courante chez les criminels financiers quand ils réalisent qu'ils sont pris. Ils attaquent la crédibilité de la victime et essaient de faire paraître le coût des poursuites trop élevé pour continuer. Mais la campagne d'intimidation d'Ambre s'est retournée contre elle de manière spectaculaire lorsque Marc a découvert la vérité sur sa prétendue carrière artistique. L'enquête a révélé qu'Ambre n'avait jamais réellement créé aucune des œuvres d'art qu'elle revendiquait comme siennes. Les pièces qu'elle exposait lors des réunions de famille et publiées sur les réseaux sociaux étaient soit achetées à des artistes inconnus, soit volées sur des portfolios en ligne. Votre sœur n'est pas du tout une artiste, a rapporté Marc avec une satisfaction sombre. Elle achète de l'art bon marché en ligne et le revendique comme son propre travail original.
Certaines des pièces qu'elle a exposées sont en fait volées à des artistes légitimes qui essaient de savoir où leur travail a disparu. Cette révélation a été la dernière preuve qui a démontré que toute la persona d'Ambre était un mensonge soigneusement construit, conçu pour manipuler les sympathies familiales et justifier sa dépendance financière. Elle n'avait jamais été l'artiste en difficulté essayant de percer dans un monde hostile. Elle avait été une criminelle de carrière utilisant les liens familiaux pour financer un style de vie de plus en plus élaboré, bâti sur des mensonges et du vol. Le coup de théâtre final est survenu lorsque les agents de la police judiciaire ont perquisitionné la maison lors d'une des visites de Cédric. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur a transformé notre différend familial en une affaire nationale majeure qui ferait les gros titres dans toute la région. La maison était utilisée comme base d'opération pour un réseau de crimes organisés qui escroquait des victimes âgées dans plusieurs régions. Cédric et Ambre avaient mené des arnaques similaires contre des dizaines de familles, volant des centaines de milliers d'euros par le biais de l'usurpation d'identité, de l'abus de faiblesse et de la fraude au prêt immobilier. Le matériel informatique saisi lors de la perquisition contenait des dossiers détaillés sur plus de 50 victimes potentielles, y compris des informations personnelles, des profils financiers familiaux et des plans stratégiques pour cibler des individus spécifiques. Notre affaire familiale n'était qu'une petite partie d'une entreprise criminelle qui opérait depuis plus de 3 ans. Les procureurs étaient ravis. Ils essayaient de monter un dossier contre l'organisation de Cédric depuis des mois et nos preuves ont fourni la percée dont ils avaient besoin pour démanteler toute l'opération. Ambre et Cédric risquaient des accusations au niveau national qui pourraient entraîner des décennies de prison. Assise dans le bureau de Sarah, en examinant les preuves qui avaient été rassemblées, j'ai ressenti un mélange de justification et de tristesse. J'avais eu raison de me battre contre la trahison de ma famille, mais l'ampleur de l'activité criminelle qu'ils avaient permise était bien pire que ce que j'aurais pu imaginer. Ma sœur n'était pas seulement une enfant gâtée et préférée qui avait pris de mauvaises décisions. C'était une criminelle de carrière qui utilisait notre famille comme couverture pour des crimes graves. Les lignes de bataille étaient maintenant clairement tracées. D'un côté se trouvait la justice, la responsabilité et l'état de droit. De l'autre côté se trouvaient les tentatives mal avisées de ma famille pour protéger une criminelle qui les manipulait depuis le tout début. Il n'y avait plus de terrain d'entente possible et aucune possibilité de régler les choses tranquillement au sein de la famille. La guerre était sur le point de commencer pour de bon. La perquisition de la police dans la maison de ma grand-mère a fait les gros titres du journal télévisé du soir et soudain, notre drame familial est devenu de notoriété publique dans toute la communauté. La chaîne de télévision locale a diffusé un reportage sur une fraude financière organisée ciblant les familles âgées, avec les photos d'arrestation de Cédric et d'Ambre bien en évidence à côté d'images d'agents de la police judiciaire transportant des ordinateurs et des boîtes de preuves depuis la propriété. Mes parents ont été dévastés par l'attention publique et complètement dépassés par l'ampleur de ce qu'ils avaient involontairement permis. Ma mère a passé 3 jours au lit, incapable d'affronter la réalité que sa fille préférée faisait face à des accusations criminelles nationales. Mon père alternait entre la rage contre moi pour avoir détruit la famille et la confusion sur la façon dont les choses avaient si mal tourné si rapidement. Nous voulions juste aider Ambre à trouver sa place dans le monde, a dit Patricia lors d'un appel téléphonique en larmes après les arrestations. Nous n'imaginions jamais qu'elle était impliquée dans quoi que ce soit de criminel. Comment aurions-nous pu savoir? Mais les preuves que Sarah et Marc avaient compilées racontaient une autre histoire. Les relevés bancaires, les conversations enregistrées et les dépositions de témoins prouvaient que mes parents avaient ignoré de nombreux signaux d'alarme et avaient activement participé à la dissimulation des activités suspectes d'Ambre pendant des mois. La procureure adjointe chargée de l'affaire était Jennifer Morin, une procureure de carrière tenace spécialisée dans les crimes financiers complexes. Lors de notre première réunion, elle a clairement indiqué que le dossier contre Cédric et Ambre était solide, mais qu'elle avait besoin de la coopération de mes parents pour assurer les poursuites les plus solides possibles. Vos parents sont dans une position difficile, a expliqué Jennifer. Ils pourraient être accusés de complicité s'ils ne coopèrent pas pleinement à notre enquête. Mais s'ils témoignent sincèrement sur ce qu'ils savaient et quand ils l'ont su, nous sommes disposés à envisager l'immunité en échange de leur témoignage. La pression sur mes parents pour qu'ils avouent leur implication était intense. Sarah a organisé une rencontre avec leur propre avocat et, lentement, toute la vérité a commencé à émerger sur la profondeur de leur manipulation et sur tout ce qu'ils avaient choisi d'ignorer. Au cours d'une série de réunions familiales douloureuses supervisées par des avocats, mes parents ont finalement admis l'étendue de leur connaissance des activités illégales d'Ambre. Ils savaient qu'elle utilisait mes informations personnelles sans permission.
Il lui avait fourni des documents financiers familiaux dont elle avait besoin pour ses stratagèmes de fraude, et ils avaient ignoré les signes évidents que son style de vie ne pouvait pas être soutenu par ses revenus légitimes. Ambre nous a dit qu'elle avait des ventes d'art en ligne qui généraient des revenus, a témoigné mon père lors d'une déposition. Quand nous avons demandé des détails, elle a dit que c'était compliqué et que cela impliquait des acheteurs internationaux qui appréciaient la discrétion. Nous voulions croire que son succès était réel, alors nous n'avons pas posé les questions difficiles que nous aurions dû poser. Le témoignage de ma mère était encore plus accablant. Elle a admis qu'Ambre avait explicitement demandé mon numéro de sécurité sociale et mes informations d'emploi, prétendant en avoir besoin pour la planification financière familiale et à des fins d'assurance. Patricia avait fourni les informations sans vérifier avec moi d'abord. Je pensais qu'il était normal que des sœurs partagent ce genre d'informations, a-t-elle dit en larmes. Ambre a fait croire que tu avais déjà accepté d'être incluse dans une sorte d'arrangement financier familial. Je réalise maintenant que j'aurais dû vérifier cela directement avec toi. L'enquête nationale a également révélé la véritable ampleur de l'organisation criminelle de Cédric. L'expertise informatique a montré qu'il menait des opérations similaires en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine et en région PACA, ciblant des familles avec des enfants adultes qui réussissent et qui pouvaient être manipulés pour couvrir les dettes et les dépenses de leurs parents en difficulté. Ils avaient des profils détaillés sur plus de 60 familles, a rapporté Marc lors d'une réunion de mise à jour du dossier. Ils étudiaient la dynamique familiale pendant des mois avant de passer à l'action, identifiant les membres de la famille les plus susceptibles de se sentir coupables de leur succès et les plus vulnérables à la manipulation. Le casier judiciaire de Cédric était chargé. Il menait des escroqueries financières depuis plus d'une décennie, se déplaçant constamment de région en région et adaptant ses méthodes à mesure que les forces de l'ordre rattrapaient ses anciens stratagèmes. Ambre n'était que sa dernière recrue, choisie spécifiquement parce que sa situation familiale offrait une couverture idéale pour leurs opérations. Mais l'arrestation d'Ambre n'a pas mis fin à ses tentatives de manipuler la situation en sa faveur. Depuis la prison, elle a continué à essayer de contrôler les récits familiaux et d'échapper aux conséquences de ses actes. Elle appelait mes parents quotidiennement, pleurant et prétendant que Cédric l'avait forcée à participer contre sa volonté. Elle insistait sur le fait qu'elle était la vraie victime et que j'étais vengeresse en coopérant avec les procureurs. Elle continue d'essayer de mener son arnaque, a observé Sarah après avoir écouté les appels téléphoniques enregistrés de la prison qui étaient disponibles comme preuve. Même face à des accusations nationales, elle tente de manipuler vos parents pour leur faire croire qu'elle est la victime et que vous êtes la méchante. La manipulation aurait pu fonctionner sans les preuves accablantes qui prouvaient qu'Ambre avait planifié et exécuté des crimes financiers bien avant de rencontrer Cédric. Les relevés bancaires montraient qu'elle volait de petites sommes d'argent à des membres de la famille depuis plus de 2 ans, passant progressivement à des stratagèmes plus importants et plus sophistiqués à mesure que sa confiance grandissait. Le soutien de ma famille élargie a été crucial pendant cette phase du processus juridique. L'oncle Thomas, la tante Linda, le cousin Jacques et mes grands-parents ont tous témoigné sur le schéma de mensonge et de manipulation d'Ambre, remontant à plusieurs années. Leur témoignage a établi que Cédric n'avait pas corrompu une jeune femme innocente. Il avait trouvé une partenaire consentante qui était déjà engagée dans un comportement criminel. Ambre m'a emprunté 2 000 € il y a 3 ans pour ce qu'elle a dit être une intervention dentaire d'urgence, a témoigné l'oncle Thomas. Elle m'a montré de fausses factures médicales et même de faux documents d'assurance. Quand j'ai découvert plus tard qu'elle n'avait jamais eu de soins dentaires, elle a prétendu qu'il y avait eu un malentendu et a promis de me rembourser. Cet argent n'est jamais venu. Les poursuites civiles que nous avons engagées parallèlement à l'affaire pénale ont été tout aussi dévastatrices pour les tentatives d'Ambre de se présenter comme une victime. Les procédures de recouvrement d'actifs ont révélé qu'elle menait un style de vie somptueux, entièrement financé par la fraude, sans aucune source de revenus légitime. Des experts comptables ont retracé chaque euro qu'Ambre avait dépensé au cours des 18 derniers mois, documentant des virées shopping coûteuses, des soins de spa de luxe, des vêtements de marque et des appareils électroniques haut de gamme qu'elle n'aurait jamais pu se permettre avec son salaire de vendeuse. Les preuves brossaient le portrait de quelqu'un qui se sentait en droit de mener un style de vie coûteux et était prête à commettre des crimes graves pour le maintenir. Mais la révélation la plus choquante est venue lorsque les enquêteurs ont découvert qu'Ambre avait secrètement prévu de fuir le pays. Cachés dans ses effets personnels se trouvaient de faux documents d'identité, des devises étrangères et des recherches détaillées sur les pays qui n'avaient pas de traité d'extradition avec la France. Elle se préparait à disparaître une fois la fraude découverte, a expliqué Jennifer lors d'une réunion de mise à jour des poursuites. Le transfert de la maison et le stratagème hypothécaire n'étaient pas seulement destinés à obtenir de l'argent de votre famille.
Ils étaient conçus pour gagner du temps pendant qu'elle se préparait à échapper complètement aux poursuites. Les relevés bancaires ont montré qu'Ambre avait systématiquement liquidé des actifs et les avait convertis en forme de devises intraçables. Elle avait vendu des bijoux, des appareils électroniques et d'autres objets de valeur, puis utilisé des transactions en espèces pour éviter de laisser des traces écrites que les enquêteurs pourraient suivre. L'arrestation de Cédric avait perturbé leur plan d'évasion, mais les preuves suggéraient qu'il se préparait à disparaître quelques semaines après avoir été attrapé. Des réservations de vols internationaux trouvées sur les ordinateurs saisis ont montré qu'ils avaient prévu de se rendre en Amérique du Sud en utilisant de fausses identités. Si vous n'aviez pas agi quand vous l'avez fait, a souligné Sarah, ils auraient complètement disparu, laissant votre famille face à des centaines de milliers d'euros de dettes frauduleuses et aucun moyen de récupérer l'argent volé. Les peines encourues pour les crimes de Cédric et d'Ambre étaient sévères. Cédric risquait jusqu'à 25 ans de prison pour son rôle de chef de l'organisation criminelle. Ambre risquait de 12 à 15 ans pour son rôle de co-conspiratrice et pour les crimes spécifiques qu'elle avait commis contre notre famille. Mais au-delà des accusations pénales, les procédures de saisie des avoirs civils signifiaient que tout ce qu'ils avaient acheté avec de l'argent volé serait saisi et vendu pour indemniser les victimes. La maison serait restituée au patrimoine de mes parents. Tous les biens d'Ambre seraient liquidés et même les voitures de luxe et le matériel électronique de Cédric seraient vendus aux enchères. Le moment culminant de cette phase est survenu lors de la tentative d'Ambre de négocier un plaidé coupable. Plutôt que d'accepter la responsabilité de ses actes, elle a tenté une dernière manipulation en prétendant qu'elle avait des informations sur d'autres activités criminelles qui pourraient aider les procureurs à monter des dossiers contre d'autres accusés. Elle essaie d'échanger des informations contre une peine réduite, a expliqué Jennifer. Mais le problème, c'est que tout ce qu'elle prétend savoir est soit une information que nous avons déjà, soit des histoires complètement fabriquées conçues pour se faire paraître plus précieuses en tant que témoins coopératifs. Les mensonges d'Ambre ont été rapidement exposés lorsque les enquêteurs ont vérifié ces affirmations par rapport aux preuves existantes. Elle avait inventé des histoires élaborées sur des criminels supplémentaires et des stratagèmes fictifs qui n'avaient jamais existé. Son désespoir d'éviter les conséquences l'avait conduite à fabriquer des preuves, ce qui n'a fait qu'ajouter des accusations supplémentaires pour obstruction à la justice à sa liste déjà longue de crimes. La prise de conscience qu'Ambre continuerait à mentir et à manipuler même face à des décennies de prison a été la confirmation finale que ma décision de me battre avait été absolument correcte. Elle n'était pas un membre de la famille égarée qui avait pris de mauvaises décisions. C'était une criminelle endurcie qui ne ressentait aucun remords pour la dévastation qu'elle avait causée et continuerait à causer du tort si on lui en donnait l'occasion. Alors que l'affaire se dirigeait vers le procès, une chose est devenue limpide. Il n'y aurait pas de réconciliation, pas de guérison familiale et pas de fin heureuse incluant le retour d'Ambre au sein de la famille. Elle avait fait des choix qui la plaçaient en permanence en dehors des limites du comportement acceptable, et les conséquences de ces choix la suivraient pour le reste de sa vie. Mais pour moi, regarder le système judiciaire démanteler méthodiquement l'entreprise criminelle qui avait ciblé ma famille était profondément satisfaisant. Chaque preuve, chaque témoignage, chaque dépôt au tribunal me rapprochait d'une justification complète et d'une récupération totale de tout ce qui m'avait été volé. La guerre était presque terminée, et la justice était en train de gagner. Le procès a duré 3 semaines et est devenu l'affaire de fraude la plus médiatisée de notre région depuis plus d'une décennie. Les médias locaux et régionaux ont largement couvert les débats, fascinés par l'histoire d'un réseau de crimes organisés qui avait utilisé la manipulation familiale comme principale arme contre ses victimes. Cédric a plaidé coupable de toutes les accusations et a été condamné à 20 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Sa coopération avec les enquêteurs a aidé les autorités à identifier et à arrêter d'autres membres de son organisation criminelle opérant dans d'autres régions, menant à ce que les procureurs ont appelé le plus grand démantèlement de réseaux de fraude aux personnes âgées de l'histoire de la région. Le procès d'Ambre a été plus complexe car elle a insisté pour contester les accusations et a maintenu son innocence malgré des preuves accablantes. Son avocat de la défense a tenté de faire valoir qu'elle avait été manipulée par Cédric et qu'elle était autant une victime que les familles qu'ils avaient escroquées, mais les preuves que Sarah et Marc avaient compilées rendaient cet argument impossible à soutenir. Le témoignage de membres de la famille, les relevés bancaires montrant des années de manipulation financière et les conversations enregistrées prouvant sa participation active à la planification des activités criminelles ont brossé un tableau clair de quelqu'un qui était une participante volontaire et enthousiaste à des crimes financiers graves. Le moment le plus dévastateur du procès est survenu lorsque les procureurs ont diffusé des enregistrements d'appels téléphoniques qu'Ambre avait passés depuis la prison à mes parents. Au lieu d'exprimer des remords ou d'accepter la responsabilité,
les appels ont révélé ces tentatives continues de manipuler les membres de la famille et d'échapper aux conséquences de ces actes. Dans un enregistrement particulièrement accablant, on pouvait entendre Ambre dire à ma mère, « Si Chloé aimait vraiment cette famille, elle aurait simplement payé l'hypothèque et se serait tue sur tout le reste. Tout cela arrive parce qu'elle est jalouse et vengeresse. Elle détruit la famille pour de l'argent. » Le jury a délibéré moins de 4 heures avant de rendre des verdicts de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Ambre a été condamnée à 15 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle avant 12 ans. Le juge a spécifiquement noté la nature sophistiquée des crimes et le manque total de remords manifestés par l'accusé. Madame Ambre a montré un mépris insensible pour le bien-être des membres de sa propre famille et des victimes âgées dans plusieurs régions, a déclaré le juge Bernard lors du prononcé de la peine. Ces crimes n'étaient pas des erreurs impulsives, mais des délits soigneusement planifiés qui ont détruit la sécurité financière et le bien-être émotionnel de dizaines de familles. Les procédures de saisie des avoirs civils ont progressé plus rapidement que quiconque ne s'y attendait. Moins de 6 mois après les condamnations pénales, les autorités avaient saisi et liquidé tous les actifs achetés avec de l'argent volé. Le recouvrement total a dépassé 450 000 €, qui ont été répartis entre les victimes selon une formule approuvée par le tribunal. Ma famille a reçu une restitution complète pour toutes les dettes frauduleuses et les pertes financières, plus une compensation supplémentaire pour les frais juridiques et le préjudice moral. La maison héritée a été restituée au patrimoine de mes parents avec un titre de propriété clair, et tous les prêts et comptes de crédit frauduleux ouverts à mon nom ont été officiellement annulés et supprimés de mon historique de crédit. Mais l'aspect le plus important du recouvrement financier a été ce qu'il signifiait pour la sécurité future de mes parents. Les fonds de restitution leur ont permis de rembourser leurs dettes légitimes, d'éviter la saisie de leur propre maison et de reconstituer leur épargne retraite qui avait été épuisée par des années de soutien au style de vie criminel d'Ambre. La guérison émotionnelle de mes parents a été beaucoup plus compliquée que les aspects financiers de l'affaire. Ils ont lutté avec la culpabilité de leur rôle dans la facilitation des crimes d'Ambre et la honte de la façon dont ils m'avaient si maltraité tout en favorisant une fille qui détruisait systématiquement l'avenir financier de la famille. Mon père Robert a commencé à suivre une thérapie pour aborder ce que son conseiller a identifié comme un schéma de comportement de facilitation qui remontait à l'enfance d'Ambre. Il a commencé à reconnaître comment sa tendance à trouver des excuses pour son mauvais comportement l'avait empêché d'apprendre à accepter la responsabilité de ses actes. Je réalise maintenant que nous n'avons jamais vraiment aidé Ambre en la sortant constamment du pétrin, a-t-il admis lors d'une de nos séances de conseil familial supervisé. Nous lui avons appris qu'elle pouvait s'en tirer avec n'importe quoi tant qu'elle nous racontait la bonne histoire larmoyante. Nous avons créé le monstre qui a finalement détruit notre famille. Le parcours de ma mère Patricia a été encore plus difficile car elle avait été la cible principale de la manipulation émotionnelle d'Ambre. La thérapie a révélé qu'elle avait été systématiquement victime de manipulations psychologiques et d'abus par sa propre fille pendant des années, entraînée à douter de ses propres perceptions et instincts concernant le comportement d'Ambre. Ambre m'avait convaincu que la questionner revenait à ne pas l'aimer, a expliqué Patricia en larmes pendant la thérapie familiale. Chaque fois que je commençais à m'interroger sur ses histoires ou son style de vie, elle pleurait et parlait de la difficulté d'être l'enfant artiste dans une famille pragmatique. J'avais si peur de briser son esprit que j'ai cessé de faire confiance à mon propre jugement. Les séances de conseil familial ont été émotionnellement brutales mais nécessaires pour tout espoir de reconstruire les relations. Mes parents ont dû affronter non seulement leur facilitation du comportement criminel d'Ambre, mais aussi leur schéma de favoritisme de toute une vie et les dommages qu'ils m'avaient causés ainsi qu'à notre dynamique familiale. J'ai dû travailler sur ma propre colère et mon ressentiment concernant des années à être traité comme la fille de second rang, celle dont les réussites n'importaient pas autant que le bonheur d'Ambre. La validation d'avoir eu raison sur le caractère d'Ambre était satisfaisante, mais elle ne pouvait pas effacer des décennies de négligence émotionnelle et de minimisation. Vos parents vous ont utilisé comme l'enfant responsable qui pouvait prendre soin d'elle-même pendant qu'ils concentraient toute leur énergie sur l'enfant à problème qui exigeait une attention constante, a expliqué notre thérapeute familial. Ils ne réalisaient pas qu'ils vous apprenaient que vos besoins n'importaient pas autant que les désirs de votre sœur. Reconstruire la confiance a exigé que mes parents reconnaissent des cas spécifiques où ils m'avaient traité injustement et qu'ils comprennent comment leur favoritisme avait affecté ma propre estime de moi et ma capacité à me sentir valorisé au sein de la famille. C'était douloureux pour nous tous, mais c'était aussi nécessaire pour tout espoir d'aller de l'avant ensemble. Les relations avec ma famille élargie se sont guéries plus rapidement car ils avaient été victimes de la manipulation d'Ambre plutôt que des participants consentants. L'oncle Thomas, la tante Linda,
le cousin Jacques et mes grands-parents étaient tous soulagés de comprendre ce qui s'était réellement passé et désireux de reconstruire des relations authentiques basées sur l'honnêteté au lieu des mensonges qu'Ambre avait répandus pendant des années. Nous savions tous que quelque chose clochait dans les histoires d'Ambre, a admis la tante Linda, mais elle était si douée pour faire en sorte que quiconque la questionnait se sente comme s'il était peu coopératif ou méchant. Elle avait cette façon de vous faire sentir coupable de ne pas la croire complètement. La réponse de la communauté au sens large a été extrêmement positive. Les voisins, les collègues et les amis qui avaient suivi l'affaire dans les médias ont exprimé leur admiration pour ma volonté de me battre contre la manipulation familiale et de tenir les criminels responsables, quelle que soit leur relation avec moi. Ma réputation professionnelle a en fait été améliorée par l'affaire car mon employeur a vu comment j'avais utilisé mon expertise financière pour identifier et documenter des stratagèmes de fraude complexes. J'ai reçu une promotion au poste d'analyste senior et on m'a demandé de développer des programmes de formation pour aider d'autres employés à reconnaître les signes de manipulation financière dans leur propre famille. Mais la reconnaissance la plus significative est peut-être venue d'autres victimes de fraude qui m'ont contacté pour partager leurs propres histoires et m'ont remercié de m'être battu d'une manière qui avait aidé les forces de l'ordre à monter des dossiers plus solides contre les criminels financiers. Plusieurs familles ont attribué à ma volonté de poursuivre en justice le courage de signaler des crimes similaires au lieu d'essayer de les gérer en privé. Vous nous avez montré que protéger les membres de la famille des conséquences ne les aide pas réellement, m'a écrit une victime. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de tenir les gens responsables de leurs choix, même lorsque c'est douloureux. Les répercussions de l'affaire se sont étendues bien au-delà de notre situation familiale. Les procureurs ont utilisé les preuves et les stratégies juridiques développées dans notre cas pour monter des poursuites similaires contre des réseaux de fraude aux personnes âgées dans d'autres régions. L'affaire est devenue un exemple de formation pour les forces de l'ordre apprenant à reconnaître et à enquêter sur l'abus financier au sein de la famille. Des changements législatifs ont également été mis en œuvre à la suite de l'affaire. Les législateurs ont renforcé les peines pour l'usurpation d'identité entre membres de la famille et ont créé de nouvelles protections pour les victimes âgées de manipulation financière par leurs propres enfants adultes. Mes parents ont finalement vendu la maison héritée et ont utilisé les bénéfices pour créer un fonds de bourse d'études pour les étudiants issus de familles en difficulté qui travaillaient pour payer leurs études universitaires. Ils voulaient créer quelque chose de positif à partir de la dévastation qu'Ambre avait causée et honorer l'importance de l'éducation et de la responsabilité personnelle. Le moment culminant de cette phase est survenu exactement 1 an après la condamnation d'Ambre, lorsque mes parents ont reçu une lettre qu'elle avait écrite de prison. Au lieu d'accepter la responsabilité ou d'exprimer un remords sincère, la lettre était une autre tentative de manipulation, remplie d'apitoiement sur soi et de blâme dirigé contre tout le monde sauf elle-même. Elle ne comprend toujours pas ce qu'elle a fait de mal, a dit tristement mon père après avoir lu la lettre à voix haute lors d'une séance de conseil familial. Même face à 12 années de plus en prison, elle croit toujours qu'elle est la victime et que tout le monde est responsable de ses problèmes. Cette lettre a été la confirmation finale que nous avions pris les bonnes décisions tout au long de ce processus douloureux. Ambre avait eu toutes les occasions d'accepter la responsabilité, d'exprimer un remords sincère et de travailler à réparer ses crimes. Au lieu de cela, elle avait choisi de continuer à mentir, à manipuler et à blâmer les autres pour des conséquences qui résultaient directement de ses propres choix criminels. Mes parents ont pris la décision difficile mais saine de ne pas répondre à la lettre ni de maintenir aucun contact avec Ambre pendant son incarcération. Ils ont réalisé que continuer à faciliter sa mentalité de victime empêcherait toute possibilité de réhabilitation véritable et ne ferait que causer un préjudice supplémentaire aux membres de la famille qu'elle avait déjà dévastés. Alors que nous approchions du 2e anniversaire de ce SMS choquant qui avait déclenché toute cette bataille juridique, j'ai réfléchi à tout ce qui avait changé et à quel point notre famille était devenue plus forte à travers le processus d'affronter des vérités difficiles sur nous-mêmes et nos relations. Le règlement de compte avait été douloureux mais nécessaire. La vérité, la responsabilité et la justice avaient prévalu sur la manipulation, le favoritisme et le comportement criminel. Nous avions appris que le véritable amour exige parfois de dire non, de fixer des limites et de refuser de faciliter un comportement destructeur, même lorsque cela implique des personnes qui nous sont chères. 3 ans se sont écoulés depuis ce SMS dévastateur qui a changé ma vie pour toujours, et je peux honnêtement dire que me défendre a été la meilleure décision que j'ai jamais prise pour moi-même et ma famille. Ce qui a commencé comme une trahison choquante est devenu une opportunité de guérison authentique et de création de relations plus saines basées sur l'honnêteté au lieu de la manipulation. Mes parents et moi avons reconstruit notre relation sur une base de respect mutuel et d'appréciation sincère des forces et des contributions de chacun.
Ils ont suivi 2 ans de thérapie familiale et de conseils individuels pour aborder les comportements de facilitation et les schémas de favoritisme qui avaient rendu notre famille vulnérable à la manipulation d'Ambre. Ma mère Patricia est devenue une ardente défenseur de la prévention de l'abus financier envers les personnes âgées. Elle fait du bénévolat dans un centre local pour seniors, enseignant à d'autres personnes âgées comment reconnaître les signes avant-coureurs de la manipulation financière par des membres de la famille. Son expérience de première main en tant que victime de sa propre fille lui donne une crédibilité et une empathie qui aident d'autres victimes à se sentir moins honteuses d'expériences similaires. Je comprends à quel point il est facile de trouver des excuses pour des enfants adultes qui semblent en difficulté, dit-elle aux familles qu'elle conseille. Mais j'ai appris à mes dépens que protéger les gens des conséquences de leurs mauvais choix ne les aide pas réellement. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de dire non et de le penser. Mon père Robert a trouvé un but en encadrant d'autres parents qui font face à des enfants adultes montrant des signes de manipulation et d'arrogance. Il intervient dans des ateliers sur la parentalité, sur les dangers du favoritisme et l'importance d'enseigner à tous les enfants la responsabilité et l'imputabilité dès leur plus jeune âge. J'ai passé tellement d'années à essayer de faciliter la vie d'Ambre que je ne lui ai jamais appris à gérer les difficultés par elle-même, réfléchit-il lors d'un de nos dîners de famille mensuels. Je pensais être un bon père en résolvant ses problèmes, mais en fait, je l'empêchais de développer le caractère dont elle avait besoin pour devenir une bonne personne. Nos dîners de famille sont devenus une tradition précieuse qui rassemble les membres de la famille élargie qui ont également été affectés par la tromperie et la manipulation d'Ambre. L'oncle Thomas, la tante Linda, le cousin Jacques et mes grands-parents participent tous à la reconstruction de relations familiales basées sur l'honnêteté, la transparence et un souci sincère du bien-être de chacun. Nous avons établi des règles de base familiales qui empêchent la manipulation future et l'abus financier. Toutes les décisions financières importantes sont discutées ouvertement avec plusieurs membres de la famille présents. Personne n'est autorisé à demander de l'argent ou des informations personnelles sans documentation claire et raison légitime. Et surtout, nous avons tous convenu que la loyauté familiale signifie se protéger mutuellement du mal, et non faciliter un comportement destructeur. Ma carrière a prospéré au-delà de mes attentes les plus folles. Mon employeur m'a promue directrice de la conformité financière et j'ai développé une réputation nationale en tant qu'experte en prévention de la fraude financière au sein de la famille. Je donne des conférences à travers le pays, partageant notre histoire et enseignant à d'autres professionnels comment reconnaître et enquêter sur des stratagèmes similaires. L'organisation à but non lucratif que j'ai créée pour aider les victimes de fraude a aidé plus de 200 familles à récupérer des actifs volés et à tenir les criminels responsables. Nous fournissons un soutien juridique, un conseil émotionnel et des conseils pratiques aux personnes qui luttent contre la réalisation dévastatrice que des membres de leur famille les ont volés. Votre histoire m'a donné le courage de me battre, m'a dit un client récent. Je pensais que je devais choisir entre protéger ma famille et me protéger moi-même. Vous m'avez montré que parfois, se protéger soi-même, c'est protéger sa famille. Ma vie personnelle a également été transformée par l'expérience. La force et la clarté que j'ai développées pendant la bataille juridique m'ont aidé à reconnaître ma propre valeur et à refuser d'accepter des relations qui n'honoraient pas ma valeur et mes contributions. Je suis maintenant fiancé à Michel, un homme merveilleux qui apprécie mon intelligence, mon intégrité et ma détermination. Michel est également avocat spécialisé en criminalité en col blanc et il a un immense respect pour la façon dont j'ai géré la situation avec ma famille. Il dit souvent que ma volonté de faire ce qui était juste, même quand c'était douloureux et coûteux, lui a montré le genre de caractère qu'il voulait chez une partenaire de vie. Tu aurais pu simplement payer cette hypothèque et éviter tout le conflit, a-t-il souligné lors d'une de nos premières conversations sur l'affaire. Mais tu as compris que faciliter un comportement criminel nuit à toutes les personnes impliquées, y compris les criminels eux-mêmes. Ce genre de courage moral est rare et magnifique. Nous prévoyons un mariage qui inclura mes parents, mes grands-parents et les membres de la famille élargie qui m'ont soutenu pendant les moments les plus sombres de cette expérience. La liste des invités représente des personnes qui valorisent l'honnêteté, la responsabilité et l'amour sincère plutôt que la manipulation, le favoritisme et une fausse paix. Ambre est maintenant dans sa 4e année d'incarcération et ne sera pas éligible à la libération conditionnelle avant 8 autres années. Elle a écrit plusieurs lettres à des membres de la famille au fil des ans, mais elles suivent toutes le même schéma d'apitoiement sur soi et de blâme qui caractérisait sa lettre après la condamnation. Elle n'a montré aucun remords sincère ni acceptation de responsabilité pour la dévastation qu'elle a causée. Mes parents et moi avons maintenu notre décision de ne pas répondre à ces lettres ni de maintenir aucun contact pendant son incarcération. Nous avons appris que le véritable amour exige parfois de laisser les gens faire face aux pleines conséquences de leurs choix sans interférence ni tentative de sauvetage.
Si jamais Ambre développe un remords sincère et veut vraiment réparer ce qu'elle a fait, nous serons ouverts à cette conversation, a dit mon père. Mais tant qu'elle ne cessera pas de jouer la victime et ne commencera pas à accepter la responsabilité, tout contact ne ferait que lui permettre de continuer à blesser les gens. Le recouvrement financier de l'affaire a permis à mes parents de reconstruire leur sécurité pour la retraite et d'établir le fonds de bourse d'études qui a maintenant aidé 15 jeunes à terminer leurs études universitaires. Les bourses ciblent spécifiquement les étudiants qui ont surmonté des dysfonctionnements familiaux et travaillent à briser les cycles de manipulation et d'irresponsabilité dans leur propre vie. Nous voulions que quelque chose de bien sorte des choses terribles qu'Ambre a faites, explique ma mère aux boursiers. Votre succès représente l'espoir que les gens peuvent choisir des chemins différents et créer de meilleurs avenirs, peu importe ce que leurs familles leur ont enseigné. Ma propre situation financière s'est complètement rétablie et est devenue plus forte que jamais. Ma cote de crédit est de nouveau excellente. Mes économies ont considérablement augmenté et j'ai acheté une belle maison que je partage avec Michel. L'expérience m'a appris de précieuses leçons sur la protection de ma vie privée financière et l'établissement de limites fermes autour de l'argent avec les membres de la famille. Plus important encore, l'expérience m'a appris que l'estime de soi ne peut pas dépendre de l'approbation ou de la validation des autres. Pendant trop d'années, j'avais cherché la reconnaissance et l'appréciation de mes parents tout en acceptant leur négligence et la minimisation de mes réussites. Me défendre m'a forcé à reconnaître ma propre valeur et à exiger que les autres me traitent avec le respect que je méritais. Vous avez cessé d'essayer de gagner l'amour de personnes qui n'allaient jamais le donner équitablement, a observé notre thérapeute familial lors d'une de nos dernières séances. Quand vous avez commencé à vous protéger au lieu d'essayer de leur plaire, vous avez en fait rendu possible pour eux de développer un véritable respect pour vous. Les précédents juridiques établis par notre affaire ont été cités dans plus de 30 poursuites similaires à travers le pays. Les procureurs utilisent maintenant nos preuves et nos stratégies juridiques comme modèle pour monter des dossiers contre des réseaux d'abus financiers au sein de la famille. Les cas sont devenus un exemple de formation pour les forces de l'ordre apprenant à enquêter et à identifier le vol. Les changements législatifs inspirés par notre affaire ont renforcé les peines pour les crimes financiers entre membres de la famille et ont créé de nouvelles ressources pour les victimes âgées de manipulation par leurs propres enfants adultes. Plusieurs régions ont adopté des lois Ambre qui traitent spécifiquement de l'utilisation de la manipulation émotionnelle et des fausses urgences familiales pour commettre une fraude financière. En repensant à ce SMS choquant qui a déclenché tout ce périple, je peux voir comment c'était en fait un cadeau déguisé. Il m'a forcé à affronter des dynamiques familiales qui étaient malsaines depuis des décennies et m'a donné l'opportunité de construire des relations authentiques basées sur le respect mutuel au lieu de la manipulation et du favoritisme. La douleur de découvrir la trahison de ma famille a été intense, mais elle a été temporaire. La force, la confiance et les relations saines que j'ai construites en me défendant sont devenues des améliorations permanentes dans ma vie qui me seront bénéfiques pour les décennies à venir. Je pense souvent à ce qui se serait passé si j'avais simplement accepté de payer cette hypothèque. Ambre et Cédric auraient continué leur entreprise criminelle, victimisant plus de familles et volant plus d'argent. Mes parents seraient restés vulnérables à de futures manipulations, et j'aurais facilité un comportement criminel tout en enseignant à ma famille que ma sécurité financière et mes limites personnelles n'avaient pas d'importance. Au lieu de cela, me défendre a sauvé plusieurs familles d'une future victimisation, a tenu les criminels responsables de leurs choix, a forcé mes parents à affronter leur comportement de facilitation et m'a donné l'opportunité de construire un véritable respect de moi-même et des relations saines. La leçon la plus importante que j'ai apprise est que l'amour sans responsabilité n'est pas vraiment de l'amour du tout. C'est de la facilitation qui nuit à toutes les personnes impliquées. Le véritable amour exige le courage de fixer des limites, d'appliquer des conséquences et de refuser de participer à un comportement destructeur, même lorsque cela implique des personnes qui nous sont chères. La vraie loyauté familiale signifie se protéger mutuellement du mal, y compris du mal qui vient du fait d'éviter la responsabilité pour de mauvais choix. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour quelqu'un est de lui permettre de faire face aux conséquences naturelles de ses actions sans interférence ni tentative de sauvetage. Aujourd'hui, je vis avec la profonde satisfaction de savoir que j'ai choisi la vérité plutôt qu'une fausse paix, la justice plutôt que la manipulation familiale, et le respect de soi plutôt que le désir de plaire aux gens. La douleur temporaire de la lutte a été remplacée par des améliorations permanentes dans ma vie, mes relations et ma contribution à la protection d'autres familles contre une dévastation similaire. Lorsque ce SMS est arrivé il y a 3 ans, exigeant que je paie pour la maison de ma sœur, j'avais le choix entre faciliter un comportement criminel ou me battre pour la justice. J'ai choisi de me battre, et ce choix a fait toute la différence en créant une vie remplie de relations authentiques,
de respect sincère et de la paix profonde qui vient du fait de vivre selon ses valeurs, même lorsque c'est difficile. Parfois, les batailles les plus importantes sont celles que nous menons au sein de nos propres familles, et parfois, gagner ces batailles exige le courage de risquer de perdre des relations qui étaient construites sur des fondations malsaines. Mais quand vous vous battez pour la vérité et la responsabilité, vous créez un espace pour des relations qui sont construites sur un amour sincère et un respect mutuel. C'est une victoire qui vaut la peine d'être menée, et une leçon qui vaut la peine d'être partagée avec quiconque fait face au choix difficile entre garder une fausse paix et exiger une justice authentique.